Avec Denis Coderre, ancien ministre de l'Immigration fédérale, ancien maire de Montier, franchement. On venait penser que j'étais un ancien. Non, mais pour te dire que t'en as fait à ta barre des affaires. Et d'ailleurs, t'es en train d'écrire un livre. Oui, monsieur. Ah, ça m'intéresse. Oui. Raconte. Tu sais, c'est drôle parce que... Puis je finissais cette nuit. J'ai fini cette nuit. Hein? T'as fini ton livre cette nuit? Oui, le manuscrit est fait. Il reste à être prêt à l'édition. OK. En anglais puis en français. Et j'ai fait Compostelle. Moi, je suis un gars croyant. Quand j'ai fait mes 2 AVC, puis que, écoute, ça prend 1 an de réhabilitation, j'ai appris à parler puis à marcher. OK. Et écoute, tu marchais pas? Je marchais pas, puis je parlais pas. Aïe, aïe, aïe. Coderre qui parle pas, ça fait peut-être votre bonheur, mais moi, ça m'a... C'est comme... non, mais ça rentre pas, ça compute mal. Non, mais c'est comme... Ça n'a pas de bon sens. Oui, exact. Fait que finalement, je me suis dit, à mon chum en haut, j'ai dit, écoute, si tu m'aides à m'en sortir, je vais faire Compostelle. Évidemment, les journalistes puis les bien-pensants faisaient des gâteaux chauds à ce sujet-là. Je sais probablement les mêmes qui disaient que quand Jésus marchait sur les eaux, qu'il ne savait pas nager. Oui. Fait que moi, j'ai dit, je vais le faire. Fait que si je le fais au complet, puis j'ai marché 300 km. Puis on se pose toujours la question, qu'est-ce que ça donne? Ouais. Écoute, moi, le premier jour, j'ai fait 22 km, puis j'avais le trou de cul en dessous du bras, puis je me suis couché à 7 heures, puis j'étais mort. Mais sais-tu quoi? J'ai fait au moins 20 km par jour, puis la dernière journée, quand on s'est rendu à Muxía, sur le bord de la mer, en Espagne, j'ai marché 35 km. Quand même. Et ça a marché extraordinaire. Mais le problème, c'est... chapeau en passant. Merci. Mais le problème, c'est pas quand tu le fais. Parce que quand tu le fais, tu veux te rendre du point A au point B. C'est après. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était une introspection extraordinaire. Puis, sais-tu, je disais toujours à la blague, puis je te la passe, tu peux regarder, quand on fait la crise de la quarantaine, on se demande ce qu'on va faire du reste de notre vie. Quand on fait une crise de soixantaine, on se demande à quoi on sert. Ouais. Et sais-tu quoi? Moi, j'ai vécu ça. Puis j'ai eu toutes sortes de problèmes. Là, je m'en sors, là, mais je veux dire, j'ai tout vécu. Là. Puis tout ce qu'il y a de pire. Puis tu apprends la résilience. Puis qu'est-ce qui a amené cette résilience-là? C'est que je me demandais à quoi je servais. Puis quand j'ai commencé à travailler pour le groupe Savoie, les Résidences Soleil, j'ai pensé à moi-même, parce que quand j'étais député pendant 16 ans ou comme maire, Montréal est la ville amie des aînés. Puis moi, j'adore les boomers, j'adore les gens, point. Mais je veux dire, les aînés, il y a comme quelque chose qui se passe. Et puis je leur parle à tous les jours, puis j'ai dit, sais-tu quoi? Puis moi, ça m'avait horripilé, la pandémie, puis j'étais maniaque d'histoire, puis j'étais maniaque de Tom Clancy. Alors j'ai dit, je ferai un roman historique, romancé, puis je dis, maintenant que j'ai votre attention, je peux passer un essai. Donc, c'est un roman-essai qui va s'appeler La dernière valse du Titanic, Nos aînés prochains naufragés. OK. Donc, je fais un parallèle. Le Titanic, pour moi, c'est un syndrome. Le syndrome du Titanic, c'est le syndrome du déni. Et c'est de faire en sorte que qu'est-ce qui compte? Tu veux te rendre le plus rapidement possible à New York parce que tu te crois insubmersible. Donc, le problème, c'est pas le capitaine. Puis ce qui est encore plus extraordinaire, Marc, c'est que le capitaine à mon âge, il a 62 ans. Et avant de traverser, il se fait dire que c'est sa dernière parce qu'il va falloir qu'il revienne par lui-même au niveau de New York, en Angleterre, à Southampton. Moi, là, je me dis un qu'une affaire. Je me dis, on parle de racisme systémique puis de ces affaires-là. On va vous en sortir une bonne. Moi, je pense qu'on vit de l'agisme systémique. Et que, malheureusement, maintenant, on a un Zoom. Fait que quand on a notre 3 minutes par Zoom, on a fait notre job, puis on a la conscience tranquille. OK. Et puis, nos aînés, avant, nos parents, je dis pas qu'il faut revenir à ça, mais à l'époque, nos parents restaient avec nous. Puis, c'était comme un honneur. On voit ce qu'ils font les Japonais, on voit ce qu'ils font les Italiens, on voit c'est culturel. Oui. Et la culture a changé. Mais je pense qu'on a jeté le bébé avec le bain, parce qu'avec ce qui est arrivé, on maltraite de façon morale nos aînés. Et moi, je pense que la pandémie, ça a été le summum. Et puis, on les a tellement infantilisés. Puis, écoute, il ne s'est jamais rien passé. Et moi, ce que je demande, c'est que nos dirigeants, ou ceux qui veulent devenir, qu'est-ce que vous devez faire de nos aînés? Et deuxièmement, je vais demander à Ottawa, ça peut être à Québec, mais
on a eu des rapports, Mme Maître Camille, on a eu la coroner, on a eu Mme Castonguay, la fille de Claude Castonguay, qui est la commissaire de la santé. Mais il s'est rien passé. Il n'y a personne d'imputable. Il dit, ça arrive, on s'est mis un masque, puis on en a manqué. That's it. Moi, je pense qu'on a besoin d'une commission royale d'enquête sur les aînés et qu'on fasse un chapitre à l'intérieur de ça sur la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je vais dire, un qui a fait une maudite bonne job, puis s'est fait engueuler pour ça, c'est le journaliste de la Gazette, Aaron Durfell, qui a sorti le scandale du héron. Et il y a eu des morts là-dedans. C'est quoi? Précise-le. Il y a des gens qui sont morts dans leur excrément, il y a des gens qui sont morts de soif. Au CHSLD Aaron. Dans l'ouest de l'île. OK. Et au bout de la ligne, on s'est rendu compte, avec ce que l'excellent travail que Maître Camille a fait, qu'il y a eu 5300 morts. C'est la même qui s'est occupée notamment de la question de la jeune fille à Granby, par exemple. Oui, OK. Alors moi, je me dis, on a besoin de faire la lumière. Que vous ayez des accusés ou pas, je m'en fous. On a le droit de savoir ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour la suite. Puis ceux qui aiment ça, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, là, ben l'Australie l'a fait. Ça a donné 148 recommandations, puis au bout de la ligne, bien, ça a permis de changer la donne. Ils sont revenus sur la gestion des RPA, puis de tout. OK. Puis l'application des règlements. Puis vous vous souvenez, quand il y a eu le feu de l'île verte, à un moment donné, il fallait faire des mesures de sécurité. Le problème, c'est que si on dit aux gens, c'est pas parce que c'est le privé qui sont capables nécessairement de le faire. Donc, il faut trouver des mesures d'adaptation pour s'assurer que... Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que... Puis moi, je suis un maniaque d'histoire. Alors... Ça fait 2 fois que tu me dis ça. T'es maniaque d'histoire depuis toujours? Depuis tout le temps. Puis moi, je vais dire, le Titanic, j'ai tout sorti, ce que avant, pendant et après. Je vais donner un exemple. Sais-tu qu'il y avait un billet qu'on donnait, puis c'est comme les agents d'assurance, là, tu vois, les textos, qui, en petits caractères, si tu lis pas tout, tu vas te faire fourrer au bout de la ligne, là, parce qu'on oublie des choses. On donnait ça aux passagers. Ben, écoute, ils se sont fait poursuivre pour l'ordre de 16 millions de dollars de l'époque, puis ils en offraient seulement 91 000. Puis ça a donné des gens qui ont eu juste 25 $. Pourquoi? Mais c'était quoi le fine print, là? Le fine print, c'est de dire qu'ils sont pas responsables, peu importe ce qui arrive. Ah oui, hein? Puis on s'entend-tu que le 3/4 de la 3e classe ne savait pas lire? OK. C'est des immigrants qui voulaient sortir puis s'en aller aux États-Unis. Et l'autre élément, c'est que, pour moi, le Titanic, c'est pas un bateau. C'est la représentation de la société de l'époque. Tu avais la première, la deuxième, la troisième classe, tout ça. Bref, j'ai sorti... il va y avoir 16 chapitres, il va y avoir une dizaine d'annexes. J'ai sorti plein de photos. Puis je voulais... Moi, je viens de la gang des Fanfreluches. Fait que c'est quoi ça? Ça veut dire que je veux pas que vous lisiez un texte, je veux que vous le viviez. OK. Parce que moi, d'un autre monde, j'aurais aimé ça, faire du cinéma. Ah oui? Je suis kid Kodak, mais j'aimerais ça tenir la caméra, puis en avant comme en arrière. OK. Et quand vous allez lire ce livre-là... C'est fait pour être un film. T'as l'impression que chaque chapitre, c'est un épisode. Et qu'on a l'impression qu'on est sur le bateau. Je voulais juste, je veux juste savoir où vous sortiez le chiffre pour les morts au CHSLD Aaron, parce que ça m'apparaissait beaucoup, là, 3200. Non, il n'y a pas eu 5300 morts d'Aaron. L'ensemble des années qui sont morts avec la pandémie... Parce que comment vous l'aviez dit, on dirait que vous parliez seulement de Aaron. Non, mais ça, je vous crois, c'est parce que comment vous l'aviez dit, c'était juste pour Aaron. Puis là, je me suis dit, c'est un peu beaucoup, c'est 47 je parle mal, qu'est-ce que tu veux, Aaron. Pour que tout le monde s'entende sur les mêmes faits, parfait. Donc, quand t'écris, là, on sort vraiment juste du contenu. Quand t'écris, c'est quoi ta méthode? C'est quoi ton horaire? Il y en a qui écrivent de nuit, je suis curieux. Moi, je suis maniaque le matin puis la nuit. La nuit? Oui. Puis à un moment donné, je me réveille, puis j'ai une idée, puis là, je la travaille, puis... C'est que tu peux te réveiller à 2 h le matin et aller à ton bureau. Moi, je me lève de bonne heure, puis je me couche tard. Ça veut dire quoi, tu te lèves de bonne heure, puis tu te couches tard? Ben ça veut dire que je suis à 7 h au bureau. Puis ça veut dire que je dors... Moi, depuis que j'ai fait une mononucléose à 13 ans, je dors 4h30. Pour vrai? Oui. Puis t'es jamais fatigué le jour? Oui. Et ça s'appelle l'apnée du sommeil. En plus? Tu dors 4 heures en apnée du sommeil. Ben là, j'ai en machine. tu dors pas pantoute, là. Oui, c'est ça. Dans la vraie vie, c'est 30 minutes. Mais sais-tu quoi? Puis mon père appelait ça des sommes d'habitants. mon père, quand il travaillait, à tous les midis, il venait coucher, il venait dîner à la maison, puis il se couchait 20 minutes. Oui. À terre. OK. Puis toi, tu fais-tu des siestes? Oui.
Bon, ça fait que là, ton 4 heures... dans La le fond- seule chose que je me suis... que je m'écoute plus, parce qu'il faut arrêter de dire aux gens d'écouter quand il faut qu'on s'écoute toi-même, Ouais. c'est que l'AVC m'a appris à écouter vraiment mon corps. OK, Quand je suis fatigué, j'arrête. OK. Puis, That's it. juste pour ma curiosité, quand tu dis tu te couches tard, ça veut dire quoi? Ben, écoute, moi, je regarde beaucoup la télévision. Fait que Ouais. des fois, la télévision me regarde pas mal. Fait que... Mais c'est quoi, 2 heures, genre? Minuit? Pas avant 1 heure, c'est Pas sûr. vrai, ouais, OK. Bon, tu parles en affaire. Hey, Denis Coderre, c'était vraiment le fun Hey, de c'est te le parler. fun, hein? Merci. Ouais, très gentil. Tu C'était reviendras, pas comme aussi on dit, on bon n'est qu'un pas sorti. travailleuse de sexe, mais c'était pas pire. Non, c'est sûr, exact. T'as quand même t'as amené de l'action. Ouais. Hey, que je te souhaite bonne chance pour la suite, surtout pour ton livre. C'est Voilà. fort intéressant. Salut tout le monde. Bye, Cybèle. Salut bien. Écoute, à lundi. Hein? Et puis, je veux vous dire que ça a été encore une fois une excellente semaine. Sans aucun doute, ça va être comme ça encore pour le reste du mois. Ah, je suis d'accord, je la t'écoute. programmation recommence le 24 août. C'est qu'on est là encore un mois. Salut tout le monde. Bye.